Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister et de participer aujourd'hui à cette matinale, nouvelle matinale des leaders éclairés saison 3 en fait. C'est notre avant-dernière, et on démarrera, la saison 4 bien sûr, à partir du mois de septembre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour Franck. Bonjour Muriel. Donc, alors comme j'ai toujours l'habitude de le faire Franck, je vous explique, avant et puis ça permet aux gens de se connecter. C'est de pouvoir remercier vraiment à la fois, les gens qui nous suivent de manière très, très régulière et de plus en plus. Vous me posiez la question, tout à l'heure, est-ce que les gens sont fidèles? Oui, j'ai de plus en plus de gens qui assistent aux matinales, qui repartent, donc merci, merci à tous ceux-là. Merci aux nouveaux qui vont découvrir comment se passent les matinales. Et puis, je remercie aussi tous les partenaires que depuis le début, en fait, maintenant ça fait 2 ans qu'on anime, les matinales, donc qui nous accompagnent. On a le magazine Les Échos, que vous connaissez très bien, on a Lyon Décideur, on a Incubator qui s'occupe effectivement, c'est le plus grand réseau d'innovation de France qui accompagne les startups. Gros All In, qui est un réseau féminin et masculin interne au groupe, Bayer. FIPLUS, qui est dans le monde de la finance, le méta-réseau des financiers d'entreprise. Femmes ingénieurs, réseau de femmes féminins ingénieurs, et il y en a besoin, entre autres, et qui est très, très dynamique aussi. Et puis PWN, Lyon plus particulièrement, puisque j'appartiens à ce réseau, qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme. Voilà, et j'y tiens beaucoup, et c'est pour ça que même dans les matinales, vous verrez, et vous verrez sur les replays, en allant sur le site, il y a toujours un homme et une femme. J'essaye vraiment d'équilibrer et de mettre de valoriser et de donner la parole à la fois aux hommes et aux femmes. Donc voilà, donc aujourd'hui, alors juste pour me présenter rapidement et puis après je laisserai vraiment la parole et puis l'interaction avec vous tous entre Franck et vous. Rapidement qui je suis, donc moi je m'appelle Muriel Montagny. Je suis tombée, il y a un peu plus de 14 ans maintenant, bon ça remonte à loin, dans l'humain en fait. Après un parcours en plutôt très opérationnel, développement des ventes, marketing, j'ai découvert l'humain dans le groupe Védior BIS, qui est devenu Védior et Randstad à l'heure actuelle, pour ceux qui connaissent, en me disant que quand je voyais les yeux briller dans les gens, dans le regard des gens qui travaillaient dans ce domaine-là, il devait y avoir quelque chose de passionnant. Et en fait, ils avaient raison. Donc c'est là que j'ai œuvré, c'est là que j'ai découvert que l'humain était très complexe. J'ai quitté Randstad pour monter une première start-up, on est venu me chercher, et puis j'en suis partie. C'était dans un domaine complètement différent, sur lequel je ne me sentais pas. Je suis toujours actionnaire de la société, et pour monter mon cabinet, pour me dire mais finalement c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment l'humain. Et donc j'ai monté il y a plus de 12 ans HMR Consulting, qui est l'homme moteur de la relation, de la transformation maintenant. Et donc notre vocation, c'est d'accompagner toutes les transformations qui sont à fort enjeu humain. Donc par transformation à fort enjeu humain, on entend transformation culturelle, managériale, opérationnelle, excellence opérationnelle, toutes ces transformations dans lesquelles l'humain a besoin d'être engagé pour que ça réussisse. Mettre en œuvre une stratégie, c'est aussi une transformation, et c'est l'humain qui va faire en sorte que ça soit accéléré ou non. Et donc, pour ça, on s'appuie sur 3 pôles sur HMR Consulting: un pôle conseil, un pôle formation, on est organisme de formation, un pôle coaching. Et puis plus récemment, en 2019, alors je vous rappelle que c'était avant le Covid, mais intuitivement, et puis pas qu'intuitivement, il y avait déjà des prospectivistes comme Marc Alevi qui déjà étaient dans cette démarche-là, nous disaient qu'on allait changer de monde, qu'on était à la bifurcation entre 2 mondes en fait, et qu'il allait y avoir une zone de grosse turbulence, que ça se passait toutes les 500 ans en fait, cette rupture-là, et que avec tout ça s'accompagnait des ruptures de paradigme. Donc vous en connaissez des ruptures de paradigme, c'est l'écologie, comment je réconcilie l'écologie avec l'économie, comment je réconcilie la finance avec l'économie réelle, et notamment comment la notion de leadership, d'autorité, qui est un paradigme aussi, c'est comment je réinvente mon leadership, parce que le leadership d'hier n'est plus en capacité de répondre aujourd'hui aux enjeux de complexité de notre monde. Donc comment on se réinvente au travers de ce leadership. Et donc j'ai fondé la Fabrique pour justement apporter des réponses, aider les dirigeants qui doivent impulser ces transformations-là, aider les collaborateurs, aider les entreprises à faire en sorte qu'on puisse continuer à attirer les talents, à les conserver, et à continuer à créer de la valeur humaine et de la richesse aussi, de la croissance dans nos entreprises. Et donc c'est un écosystème dans lequel effectivement on retrouve sur la Fabrique, l'idée c'était d'avoir des matinales pour éclairer et donner et inspirer et montrer le chemin. Et Franck fait partie de ces invités-là aussi, et c'est moi qui vont le faire aujourd'hui.
On a créé des parcours expérientiels immersifs pour justement travailler et développer le plus haut potentiel de leadership des équipes. On a un lab de prospectivistes où on s'engage à faire bifurquer les business models pour pouvoir les rendre plus vertueux et éthiques aussi. Donc, c'est le lab des éclaireurs. Et puis, enfin, le club des leaders éclairés, où on rassemble des dirigeants dans des formules très courtes et très innovantes, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'ils repartent avec des réponses à leurs problématiques opérationnelles entre pairs. Donc, développer l'intelligence entre pairs avec des formats de co-développement, en fait, pour ceux qui connaissent et qui sont extrêmement puissants. On repart au bout de 2 heures sur des problématiques sur lesquelles ça fait 6 mois qu'on peut y penser. Et là, l'intelligence collective au service de la personne est vraiment d'exceptionnel par rapport à ça. Donc, j'en profite pour vous, justement, sur ces clubs-là, vous verrez les dates, en fait. Hein. Donc, on fait des séances de découverte pour ceux qui ne connaissent pas le format et qui veulent essayer, tester. Et donc, les prochaines séances sont au mois de septembre. Donc, je vous invite à partir de là vous verrez doit s'afficher 3 call to action. Le premier, c'est être rappelé si vous voulez en savoir plus, si vous avez des problématiques sur lesquelles on peut vous accompagner. Le deuxième, c'est pour s'inscrire à une séance de découverte, vous voyez, justement pour ceux du mois de septembre. Et puis le dernier, c'est s'inscrire aux prochaines matinales. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pouvoir être figuré dans notre base et pouvoir être informé à la fois des replays et puis des prochains invités et des prochaines invitations. N'hésitez pas à pouvoir nous laisser vos coordonnées pour que vous puissiez en faire partie. Donc voilà les différentes choses. Maintenant, on passe au cœur du sujet. Franck, je vais essayer de vous présenter le mieux possible. Vous m'arrêtez si je me trompe, ou vous pouvez rajouter. Et puis après, je vous laisse la parole. Quel leadership pour se réinventer? Donc Franck Gervais, jeune dirigeant, 46 ans, donc hyper diplômé. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique, de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes en plus titulaire d'un MBA du Collège des ingénieurs. Vous débutez votre carrière en 2001 à la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en tant que chef de service de base aérienne. Et ensuite, vous passez de nombreuses années au sein des grandes entreprises. Donc, vous œuvrez pour la SNCF, pour Eiffage, pour Thalys ou encore Accor. C'est juste jusque-là, Franck? Bon, ça va. Et puis, vous êtes nommé, alors pas la meilleure période, hein, c'était en janvier 2021, vous êtes nommé à la du groupe Pierre et Vacances Center Park. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne période? Parce que d'abord, on sort du Covid, donc on sait tous comment c'était à la sortie du Covid sur les entreprises qui accueillaient du public et qui étaient orientées sur le tourisme. Et après le Covid, on vous propose ce poste. Je vous donne quelques chiffres à tout le monde pour que vous puissiez prendre en compte la situation et quel est le défi que Franck accepte de relever. Je ne suis pas sûre que je l'ai fait si on me l'a demandé. C'est pour donner quelques chiffres. Donc, quand vous acceptez ce défi, 800 millions de pertes de chiffre d'affaires pour le groupe, 300 millions de pertes de résultats, 600 millions de consommation de trésorerie avec 2 PGE et une dette nette de plus de 500 millions d'euros. Alors, pour ceux qui connaissent très bien, je suis sûre que vous en faites partie, le milieu de l'entreprise, quand on voit ces chiffres-là, il n'y a pas besoin de trop savoir qu'on est quand même dans une chronique de fin annoncée et que c'est compliqué et que ça veut dire qu'on est en mode survie, en fait. On se dit: «Comment est-ce qu'on va survivre à ça?» Donc et vous acceptez le défi, quoi. Donc il faudra nous expliquer parce que je me demande toujours qu'est-ce qui vous a motivé à l'accepter? Et non seulement vous dites: «OK, j'accepte le défi», mais en fait, on va se réinventer, et puis, et donc on va créer un leadership différent, on va remonter la pente et en plus on va progresser. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Comment vous avez fait? Alors j'ai 3 questions, hein, c'est comment on restructure une entreprise? D'abord, donnez-nous peut-être des éléments du contexte, hein, pour qu'on connaisse un peu plus. Comment vous avez fait? Comment vous y êtes pris? Et puis, après, je vous poserai différentes questions. Comment on restructure une entreprise sans perdre son ADN? Comment on engage les collaborateurs dans cette transformation? Quel leadership on va mettre pour y parvenir? Et puis enfin, vous nous direz peut-être quelques clés de réussite pour se réinventer et les écueils à éviter pour ceux qui, effectivement, sont dans cette situation-là ou peuvent être dans cette situation-là. Donc voilà, mais comment on fait pour accepter un défi comme ça, Franck? Dites-nous. Alors, j'ai noté toutes les questions pour essayer de ne pas les oublier à
la fin de l'entretien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Muriel. Oui, dans ce que vous citez, c'est, comme dirait l'autre, c'est Krasuki qui disait ça à l'époque, ça fait beaucoup de millions perdus. Donc, contexte peut-être, et puis comment j'ai fait, pourquoi j'ai accepté, etc. Et puis on verra, je pense qu'il y a le rôle du leader, il y a aussi le rôle d'un collectif dans tout ça, et c'est ça qui va être important. Donc peut-être dans ce que vous avez cité, moi de ce que j'ai fait avant, dans tout ce que j'ai pu faire, la logique à chaque fois, c'était de relever un challenge, un défi, une transformation, mais pas une transformation où quand vous partez au bout de 3 ans, 5 ans, vous avez laissé une espèce de terre brûlée derrière vous parce que vous avez coupé tous les coups, puis en fait, il n'y a plus personne, il n'y a plus de stratégie. Et donc, vous avez temporairement relevé les résultats du groupe, mais en fait, il n'y a pas de durabilité là-dedans. Et donc, moi, ce qui compte dans tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment de se dire quelle trace, quel impact vous laissez, non pas à titre perso, on s'en fout, mais quand vous vous retournez 5 ans après, vous dites ben, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, c'est quoi l'œuvre qu'on a construite ensemble entre collaborateurs. Voilà, si je vous donne 2 exemples, Thalys, c'était un train qui faisait du Paris-Bruxelles pour des gens qui allaient à la Commission européenne. C'était ça avant, hein, Thalys, donc qui était ravi de mettre 1h20 pour faire ça. Et Thalys est devenu une vraie marque d'hospitalité qui ouvrait sur les Pays-Bas, l'Allemagne et les secteurs touristiques, pas que business. Voyagesncf.com, c'est le moment où on passait du web au mobile. Et le tout, c'était de dire, OK, on n'est pas qu'un site transactionnel, mais on veut aussi être un site relationnel sur lequel les gens peuvent réserver des billets, peuvent aussi s'inspirer sur leur voyage et puis peuvent aussi évidemment être renseignés sur les retards, les compensations et l'idée de faire un tout en un. Donc c'était ça à chaque fois la transformation. Et donc pourquoi est-ce qu'en janvier 2021, dans le contexte que vous rappelez, moi j'ai relevé ce défi-là. Alors d'abord, tous les chiffres que vous citez, je les connaissais pas à l'époque pour une bonne raison, c'est qu'ils n'étaient pas encore, une bonne partie allait être devant moi. Parce que janvier 21, finalement, si on prend toute la période de Covid, on est à peu près à 1/3 du Covid. Il en reste 2/3, mais ça, on ne le sait pas. Quand on est dedans, on ne le sait pas. Donc, c'est d'ailleurs, moi, quand j'arrive, voilà, le moment de ma décision, c'est fin 2020. Et fin 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez tous où vous étiez, où on en était, c'est le moment où on avait vécu Covid-1, printemps 2020, un été qui était plutôt pas mal. Tout le monde est reparti un peu à quelques kilomètres de chez lui. Et donc, tout le monde se dit, tiens, peut-être que c'est fini. Et finalement, en fait, c'était pas fini parce que Omicron est repassé par là. Donc, ça a été compliqué. Donc, l'histoire du groupe, c'est un beau groupe, c'est un magnifique groupe qui a été fondé il y a plus de 50 ans. Hein. Le groupe, il s'appelle Pierre et Vacances Center Parcs. Il a 4 marques qui sont des magnifiques marques avec vraiment une belle notoriété, une belle image surtout. Donc, c'est Pierre et Vacances, des résidences à la mer et à la montagne. Center Parks, c'est des parcs, des domaines en pleine nature. On en a 30 en Europe, dans 4 pays. Adagio, qui est de la résidence hôtelière. Là, on est vraiment au cœur de ville, dans plus d'une quinzaine de pays. Et puis Maeva, qui est une plateforme servicielle de distribution. Donc, c'est des magnifiques marques, 12 000 collaborateurs. On est le leader du tourisme réinventé, mais on a un problème, le groupe a un problème depuis 10 ans, connu, pas toujours révélé, mais connu quand vous interrogez tout le monde, les gens vous disent « Ah, mais je le savais, je l'avais bien dit ». Bon, le problème, c'était un business model pas clair, qui reposait sur 2 jambes, de la promotion immobilière et puis des opérations touristiques, les 2 étant pas très compatibles finalement, parce que l'un se fait toujours au détriment de l'autre, et puis ça donne pas une clarté pour des investisseurs, pour des analystes, et donc c'est très risqué à la fin. Et le chiffre qui fait mal, c'est que avant le Covid, ça fait 10 ans que successivement et sans une année d'exception, le groupe perd de l'argent et est négatif en résultat net. Donc 10 ans de résultats nets successifs. Et le Covid arrive, et donc finalement, quand le Covid arrive, pour nous, sur 2 ans de Covid, on a été fermé 1 an. Pendant 1 an, les stations de ski étaient fermées, les bars, restaurants étaient fermés, les piscines étaient fermées, donc nous, on a fermé tous nos center parks, nos Pierre et Vacances. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne vraiment un truc que moi, j'appelle souvent le Titanic, c'est-à-dire que pour le coup, avec un iceberg qui est un peu plus émergé qu'immergé d'ailleurs, parce que pour le coup, on pouvait quand même le voir venir. Et donc, ça donne la chronique d'une mort annoncée. Mais les fondamentaux du groupe étaient bons. C'est-à-dire qu'il y avait 3 assets clés.
et qu'on allait garder éternellement, sur laquelle il fallait qu'on se repose, c'était les marques. Je l'ai dit, franchement, c'est des très belles marques qu'il fallait dépoussiérer, moderniser, mais c'était des très belles marques. Deuxièmement, les clients. On a plus de 80% de nos clients qui sont des familles, 60% de nos clients qui sont fidèles, qui reviennent d'une année sur l'autre. Et puis, les collaborateurs, qui sont des collaborateurs hyper motivés, engagés pour leur marque, pour leur groupe, pendant le Covid, qui ont fait des choses extraordinaires et qui allaient se battre vraiment à la vie, à la mort pour sauver leur groupe parce qu'ils étaient convaincus que leur groupe le méritait. Et donc, moi, je suis arrivé pour relever ce défi et dire finalement ce qu'on va faire. Il y a deux mots que vous avez cités, hein, c'est on va réinventer d'abord le tourisme et puis on va réinventer le groupe. On va réinventer le tourisme parce que avant Covid déjà, il y avait un tourisme qui évoluait comme dans toutes nos habitudes et le tourisme a confirmé que les gens maintenant, les clients veulent beaucoup plus de sens dans le type de tourisme qu'ils consomment, beaucoup plus de proximité, et puis le faire vraiment en famille et entre amis. Le Covid nous a tous fait toucher du doigt que le temps était la valeur la plus importante dans la vie, plus que n'importe quoi, c'était le temps. Et derrière le temps, il y a le risque qu'on a tous vécu de ne plus pouvoir revivre des moments qui sont des moments mémorables avec vos proches. Parce qu'à un moment donné, on dit, ben non, vous ne verrez plus vos proches potentiellement. Et donc, ça a complètement fait basculer avec la prise de conscience écologique aussi, que tout le monde a bien réalisé depuis 2-3 ans maintenant, avec tous les événements qu'il y a eu l'été dernier encore, que le tourisme que les gens veulent, ça n'est plus un tourisme où vous mettez sur Instagram combien vous êtes allé 4 fois par an à l'autre bout du monde en consommant une empreinte carbone extraordinaire, mais combien en fait vous êtes allé découvrir avec vos enfants, avec vos amis, vos parents, vos grands-parents, des richesses, des territoires, des hommes et des femmes tout proches de chez vous, 300, 500 kilomètres, et que vous ne connaissiez pas. Et tous ceux qui sont là hein, dans cette discussion, on a tous des endroits à 500 kilomètres de chez nous où on se dit « Ah, mais cet endroit est magnifique et je n'y suis jamais allé. » Pourtant, on est allé dans plein d'autres endroits. Donc, cette vision d'un tourisme réinventé, je l'ai appliquée au groupe en disant « C'est simple, on a une stratégie qui s'appelle réinvention. Il y a 3 piliers. » Et c'est pas de la rocket science, hein, comme on dit. Donc, il y a 3 piliers, et ça, dès avril-mai 2021, donc au cœur de la crise, quand il faut qu'on se sauve, je vais vous dire comment on s'est sauvé, mais en parallèle, on s'est dit, mais le but dans la vie, c'est pas de se sauver. On se sauve pour un destin, pour une vision. Et donc, on a une vision qui est autour de ce nouveau tourisme réinventé, respectueux de l'environnement. Et donc, on a 3 piliers dans notre stratégie. Le premier, c'est l'expérientiel client. Le deuxième, c'est le volet RSE, donc sociétal et environnemental, qui est au cœur de notre stratégie. Le troisième, c'est une performance durable. Et les 3 vont de pair, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un. S'il y en a un qui manque, la stratégie ne marche pas. Et c'est vraiment les 3 côtés du triangle qui doivent fonctionner 2 à 2. Et donc, c'est une stratégie qu'on a écrite très, très vite avec les équipes en se disant, c'est cette réinvention qu'on veut. Et au cœur de ce triangle-là, on trouve les hommes et les femmes qui font l'expérience de tous les clients, la RSE, la performance tous les jours. Et donc, on a quelque part fabriqué, hein, quand on parle de la fabrique des leaders éclairs, on a refabriqué un nouveau tourisme que le groupe incarnait vraiment, vraiment. Et paradoxalement, ce que moi j'ai senti, pour répondre à votre première question une fois que j'ai dit tout ça, Myriam, c'est pourquoi je suis venu, c'est que paradoxalement, plus le groupe s'enfonçait dans la crise, plus je sentais, moi, qu'il était pertinent, le groupe, le jour où la crise allait disparaître. Donc, il fallait résister, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on savait qu'au bout du tunnel, on avait de la lumière et que cette lumière, elle allait nous porter de façon folle. Alors, dit après, c'est facile. Pendant, c'est compliqué. Hein. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a vécu avec les 12 000 collaborateurs pendant 18 mois. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas spécialistes des procédures, que ce soit les procédures amiables ou collectives devant un tribunal de commerce, procédure collective, c'est qu'il est trop tard. Ça s'appelle dépôt de bilan, ça s'appelle redressement judiciaire, ça s'appelle sauvegarde. Donc là, il est trop tard. Vous avez klaxonné, mais votre vitesse, elle est trop forte, vous percutez le mur. Et avant ça, on a ce qu'on appelle des procédures amiables. Procédure amiable, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas dans une très bonne position,
mais il est encore temps pour vous de redresser la barre du point de vue du cash, du point de vue de votre business model, etc. Nous, on est arrivé finalement en étant à la limite entre les deux, et on a plutôt pris une procédure amiable qui s'appelle une conciliation, mais vous êtes devant le tribunal de commerce pendant 18 mois avec un administrateur judiciaire, des banques, et les banques, ça s'appelle les affaires spéciales, donc les noms ont une signification, hein. C'est pas vos interlocuteurs usuels, c'est les affaires spéciales, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, on vous dit, OK, on peut vous prêter de l'argent pour vous sauver. Donc pendant 6 mois, on sait, c'est ce que vous disiez, hein, on a doublé l'endettement du groupe, on est passé de 600 millions, 550 millions de dettes à 1,1 milliard. Mais c'était la condition à laquelle on pouvait survivre parce qu'on brûlait 30 millions de cash par mois, aucune rentrée d'argent et il y avait bien des versements à faire pour payer vos salariés, payer vos loyers, même s'il y a eu des efforts auprès de la part de tous nos propriétaires, payer vos charges, payer un minimum d'énergie, etc. Donc là, on a survécu pendant une période voilà, de 12 mois, on va dire 12 gros mois. On vous dit, OK, on vous prête de l'argent, mais on vous prête de l'argent à condition qu'il y ait, comme tous les créanciers, et c'est normal, un espoir pour eux de se refaire. Et donc, ce qu'on a fait pendant toute cette période, c'est que on a montré combien on pouvait redresser le groupe en termes de profitabilité, combien le groupe, avec une nouvelle stratégie, une nouvelle gouvernance. 18 mois après, on a changé tout le conseil d'administration, 10 sur 10, ont changé, hein, 2 tiers du COMEX, toute la gouvernance interne et externe, en disant, nous, on pense que ce groupe, il peut, d'ici 2025, faire 2 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 170 millions d'EBITDA, quand il n'en avait jamais fait que 80 millions d'EBITDA. Donc, en fait, on a dit, on a une vision, et c'est une vision qui n'est pas que du cost-cutting, c'est une vision où on va investir sur la qualité du produit, la qualité de l'expérience, pour que quand vous arrivez dans un parc, eh bien, le parc soit beau, qu'on vous propose des expériences en pleine nature avec vos enfants, dans laquelle vous apprenez comme eux, ce qui est la permaculture, le fait de cultiver la terre au gré des saisons, comment reconnaître la vie animale, comment la respecter. Et tout ça, c'est porteur de sens. Les gens consomment, je reviendrai sur nos chiffres, ils sont très très bons parce que les gens adhèrent à ça. Mais à l'époque, il y a 2 ans, quand on a dit on pense qu'on peut doubler finalement les l'EBITDA du groupe, faire croître le chiffre d'affaires, monter en gamme, investir plus, tout le monde nous a regardé avec des yeux énormes en disant est-ce qu'ils sont bien conscients qu'en fait, ils sont au fond du bateau, du Titanic, hein, que le truc coule. Et en fait, ils sont en train de me parler d'aspiration, de trucs un peu fous. Donc, est-ce qu'ils sont pas complètement éberlués, ces gens-là? Donc, voilà, pour répondre à le contexte, pour vous le situer tous, et comment on a fait? Comment on a fait? On a mené en fait 2 choses en même temps. Le sauvetage en disant, on ne peut pas avancer, parler de ce qui se passe dans 6 mois, 1 an, si on ne se sauve pas aujourd'hui. Donc ça s'appelle une restructuration financière et on a eu la chance d'avoir des nouveaux actionnaires qui ont cru dans ce projet, qui ont injecté en tout et pour tout 200 millions dans le groupe et puis qui ont porté cette trajectoire du groupe. Donc on a fait le court terme tout en disant, mais là où on veut aller nous, notre ambition, c'est vraiment la réinvention du tourisme et la réinvention de ce groupe, de son business model, de sa gouvernance. Donc c'est passé par des choix radicaux, hein, pour en citer un, le fondateur historique du groupe, qui l'a créé il y a plus de 60 ans maintenant. Il était président du conseil d'administration, Gérard Bremond. Il a dû céder, après 60 ans, il a dû céder non seulement la présidence du conseil d'administration, mais toute participation au conseil, toutes ses parts. Il était actionnaire à 50%, les actionnaires ont été dilués à 90%, donc aujourd'hui, il n'a plus une seule action. Donc ça a été un changement drastique en 18 mois, et donc de nouveaux actionnaires, Alcentra, Fidera, Atrim, un groupement est venu, a pris la main. C'est un exemple parmi tout ce qu'on a changé. On a tout changé du sol au plafond. Mais donc voilà un peu sur comment on a fait, le contexte. À la fin, on avait tous une croyance. Et moi, ce que j'ai fait, peut-être la chose que j'ai fait là-dedans, c'est de porter cette croyance, d'en être le porte-parole auprès de tout le monde, de l'étayer et puis d'emmener tout ça. Mais ça, je vais vous y répondre dans les prochaines questions parce que j'ai répondu qu'aux 2 premières pour le moment. Alors, moi, je vais revenir parce que j'en ai d'autres et puis je crois qu'il y en a d'autres aussi dans le chat. Je reviens sur la vision parce que souvent,
enfin, quand on accompagne les dirigeants, ça commence par ça. Et on se dit, bon, alors la vision, comment est-ce qu'un dirigeant, il a la vision? Est-ce que c'est l'intuition? Parce que vous parliez tout à l'heure aussi de la croyance. Pour moi, la croyance, c'est la foi. Et ce qui fait la différence entre un manager et un leader, c'est aussi sa capacité à croire, en fait. Avoir la foi, et c'est ce qui emmène aussi les. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que, voilà, comment vous avez fait pour avoir cette vision-là, en fait? Je suis vraiment. Est-ce que c'était des données analytiques? Il y a le marché, bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui, la vision, c'est quelque chose de, c'est au-delà, pour avoir cette croyance-là, en fait, ou est-ce qu'elle s'appuie simplement sur des chiffres, ou est-ce qu'il faut il faut avoir autre chose? Est-ce qu'elle est guidée par autre chose? Ouais. Non, moi je partage vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pour être un leader, si je parle d'un point de vue business, ensuite je vais parler d'un point de vue management, mais pour être aujourd'hui un bon leader plus qu'un strict manager d'une entreprise, d'une boîte, il faut une vision. C'est-à-dire que pour le coup, il faut avoir une vraie conviction. C'est une forme d'intuition. Alors, elle peut pas être, enfin, voilà, elle peut être des fois en avance de 20 ans. Hein. Il y a des génies comme Elon Musk qui sont pas forcément des super managers, mais qui sont des grands visionnaires. Donc, pour moi, il faut avoir une intuition éclairée. Et moi, c'est vrai qu'en arrivant, avant d'avoir mis les pieds dans le groupe, j'avais écrit ma vision, mon intuition. Et je l'ai relu il y a 15 jours, quand on a réuni tous les managers du groupe. J'ai relu ce que je m'étais écrit en 2 pages avant d'arriver dans le groupe en disant, avant que tu sois pollué de tout ce que tout le monde va te raconter, les cabinets de consultants, l'interne, tes prédécesseurs, etc., écris ce que tu vois. Et franchement, c'est exact à peu près 90%. Pourquoi? Parce que j'avais cette intuition. Moi, je viens de ce domaine du tourisme, donc pour le coup, je le connais pas mal. Mais j'avais cette intuition qu'aujourd'hui, le positionnement du groupe était le bon et que ce qui se passait depuis 2-3 ans d'un point de vue environnemental et encore plus avec le Covid, allait nous faire émerger puissance 10 parce que ça n'était plus possible d'avoir ce tourisme fake, hyper consommateur, prédateur. Voilà, vous avez le fameux tourisme qui est incarné par un avion low cost que vous prenez pour aller à entre 3 et 7 heures de chez vous. Vous prenez un appartement d'une marque américaine que je ne citerai pas. Vous ne connaissez pas l'hôte. Vous ne respectez pas ce qui se passe autour. Vous faites la fête jusqu'à point d'heure. Vous avez défoncé votre appartement. Et vous reprenez votre avion low cost pour revenir chez vous. Et vous avez posté des photos qui disent, voilà, j'ai fait Paris, j'ai fait Barcelone, j'ai fait tout ça. Nous, notre vision du tourisme, c'est l'opposé de ça. C'est un tourisme qui est du tourisme lent, qui prend le temps de connaître les gens, de connaître l'environnement. Et c'est un tourisme, finalement, nous, on appelle ça, après on peut appeler ça de façon différente, mais ce qu'on promet, nous, dans notre raison d'être notamment, c'est des expériences mémorables. On appelle ça des expériences à impact positif. C'est-à-dire que souvent, nos clients nous disent, ce que j'ai vécu là pendant 4 jours avec vous, ça m'a marqué, ça nous a marqué 1 an après, 10 ans après, et nos enfants nous en parlent encore comme quelque chose de fondateur dans notre vie de famille ou dans notre vie d'amis. Et d'ailleurs, ils ont souvent eux-mêmes l'envie de reproduire ça quand ils sont parents, d'emmener leurs enfants vivre cette première expérience. Et donc ça se construit, ça se nourrit, mais d'abord, il y a une intuition pour dire, c'est ça qu'on veut construire. Et ça, il y a peu finalement de gens qui l'ont construit aujourd'hui. Merci Franck. Moi, ce qui me vient quand je vous entends, c'est qu'on retourne vers l'authenticité, en fait. Il y a une notion d'authentique, de réel, en fait. On parlait des changements de paradigme tout à l'heure, enfin, quand je faisais la présentation, de réconcilier la nature avec l'humain, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, l'expérience que vous amenez à ça, c'est rapprocher les deux et réconcilier l'un avec les autres et repartir. Moi, voilà, j'entends le cœur aussi, j'entends l'authenticité, je vis quelque chose de marquant. Et le fait de le vivre, j'ai envie de le vivre et je le respecte. Et donc, du coup, je réconcilie les deux et j'arrête le temps, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas consommateur de temps avec une accélération qu'on connaît tous, en fait. Mais là, je prends le temps de me poser, de l'arrêter et de vivre en toute authenticité avec ce rapprochement avec la nature. C'est ce que ça m'inspire quand vous me parlez de ce que vous faites vivre, en fait. Oui, alors je ne suis pas l'inventeur du en même temps. Mais en tout cas, je pense que cette notion des contradictions et de comment on gère les contradictions, comment on les assume, je pense que c'est fondamental. Et de notre côté,
effectivement, la raison pour laquelle tout le monde suit et les gens sont venus, moi je suis venu à un moment qui était quand même assez désespéré. D'autres m'ont rejoint juste après, 3 mois, 6 mois après, quand je vous dis que j'ai renouvelé 2 tiers du COMEX. C'est-à-dire que des gens sont venus alors qu'on était dans une période compliquée, mais ils sont venus pour faire partie d'une aventure collective porteuse de sens et écrire cette histoire-là. Et effectivement, il y a dans ce qu'on réussit à faire, je pense, dans le groupe aujourd'hui, dans cette transformation réussie, c'est pas qu'une transformation financière, c'est pas qu'une transformation opérationnelle, c'est aussi une réinvention d'une stratégie, d'une vision, d'un business model. Et donc, on réussit à dire, OK, quand on parle du client d'un côté et du collaborateur de l'autre, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, on doit aider nos collaborateurs dans le fait de porter une nouvelle expérience client. Et le client n'est pas roi. Cette expression de client roi, moi, j'aime pas. Le client, il n'est pas roi. Il a évidemment des devoirs, mais il a évidemment comment? Pas des devoirs, mais il a des droits, il a il a et des payé, devoirs. il a droit, mais il a aussi à un moment donné des devoirs et donc une forme de comportement auprès de nos collaborateurs entre clients. Quand nous, on veut faire régner le bien vivre ensemble dans nos lieux, ça implique que le client est roi jusque dans une certaine mesure. Donc, le double miroir client-collaborateur, ça, on le travaille en permanence. L'autre double miroir qui souvent est vu comme une contradiction absolue et qu'on travaille en permanence, c'est le côté profitabilité d'un côté et sustainability, CSR de l'autre. Et en fait, c'est tout sauf contradictoire. C'est-à-dire que la RSE, c'est une vision, c'est une conviction, mais si on n'est pas hypocrite, c'est aussi une vraie obligation d'un point de vue performance durable. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une seule banque, un seul grand prêteur qui va vous prêter dans des conditions saines si votre projet, votre vision ne sont pas durables. Donc, les deux sont aussi nourris. Et donc, à la fin, c'est vrai que ce côté être vrai, authentique, mettre sur la table des choses qui pourraient paraître contradictoires pour dire en fait, non, il faut qu'on les réconcilie. C'est ça qui est clé. Et donc, du coup, je me suis un peu noté les peut-être 3-4 points que moi, je voyais au bout de quelques expériences maintenant, une vingtaine d'années là sur qu'est-ce qui, moi, a marché quand j'ai été inspiré par des grands leaders. Et moi, j'ai été drivé par des grands patrons qui m'ont inspiré, donc je me suis nourri. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Qu'est-ce qui marche quand les gens reviennent me voir quelques années après en disant, tiens, on a vécu cette aventure et c'était top. Vraiment, ce côté être vrai, authentique, je pense qu'on ne supporte plus aujourd'hui. Personnellement, je ne supporte plus des gens qui vont prétendre, et là-dessus, les réseaux sociaux sont quand même maîtres en la matière. Vous pouvez être le meilleur du monde, le plus authentique. Vous me voyez encore et m'entendez? Parce que moi, je ne vous vois plus, Muriel. Ouais. Oui. Alors, on va dire que oui, que vous me voyez encore, Muriel. Bon, je continue. Oui, vous me voyez. OK. Le premier point, être vraiment vrai et authentique, c'est-à-dire que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, en interne, en externe, c'est cohérent. Il n'y a pas cette double face de dire, tiens, c'est quand même marrant parce que ce qu'il ou elle prétend être ou faire en externe, c'est pas du tout ce qu'on vit en interne. Ça, personnellement, je ne le supporte pas. Et donc, a priori, j'ai pas envie de le faire vivre à mes collaborateurs. Mais quand même, il y a des champions du monde dans la matière. Donc, c'est très important d'être vrai, authentique. Et quelque part, je veux dire, c'est l'interne, c'est l'externe, et c'est même vous-même dans la sphère privée. Si vous n'êtes pas aligné dans votre sphère professionnelle interne, professionnelle externe et personnelle, je pense qu'à un moment donné, il y a une contradiction qui est pas soutenable. Ensuite, quand on parle d'un leader, le leader, il doit leader, comme dit l'autre. Donc, il doit amener, lui, une vision, la supporter, driver, être ouvert aussi, très lucide à son environnement en disant, OK, on est bon par rapport à ce qu'on était il y a 1 an, il y a 3 ans, mais regardez, d'autres sont nettement meilleurs que nous, les tendances clients se font, donc il doit vraiment leader, ouvrir la voie. Peut-être le troisième point, c'est qu'il doit décider. La démocratie où tout le monde écoute, c'est super, on décide collectivement. Moi, je suis le premier à écouter, faire nourrir les idées, les remonter et checker que les décisions qu'on s'apprête à prendre sont les bonnes, etc. Mais à la fin, il faut décider.
il y a quand même rien de pire que le truc où vous ressortez en disant bon, c'est parfait, on a discuté, on a été très ouvert, hein, ça c'est parfait, tout le monde a pu s'exprimer, mais on n'a rien compris, on ne sait pas où on va. Donc décider, ça me paraît fondamental. Et décider, ça peut être aussi à un moment donné faire mal, hein, prendre des décisions qui sont pas acceptées, mais vous expliquer pourquoi c'est cette décision, difficile peut-être, mais vous l'expliquez. Donc décider. Le quatrième point, je pense, ça va de pair avec l'authenticité, c'est de responsabiliser. Moi, j'ai toujours dit, je préfère être entouré d'une équipe vraiment de gens qui chacun sont meilleurs que moi dans leur domaine, vraiment. Que mon patron de Center Parks connaisse 100 fois mieux que moi Center Parks, mon patron de Pierre et Vacances, que ma patronne de l'IT, mon patron de la finance. Vraiment, c'est le but, d'être entouré que de stars, de gens très très bons et de faire fonctionner ce collectif ensemble, mais en les responsabilisant. Et puis le dernier point, c'est ça, c'est de créer à un moment donné les conditions d'un collectif pour que ce collectif il construise une histoire. Et donc, il faut favoriser de la contradiction, du frottement positif. Après, il ne faut pas que ça aille trop loin, c'est-à-dire il y a une limite à ça. On peut pas être il faut être dans une posture positive de construction, orientée solution, positive, respectueuse de l'autre, mais à un moment donné, dire les choses et y compris dire à l'autre, est-ce que tu es sûr que tu as bien fait? Parce que ça me paraît, vu de moi, hein, c'est toujours pareil, c'est pas un jugement, c'est une perception, mais vu de moi, peut-être qu'on aurait pu faire différemment. Il me semble qu'on est peut-être un peu en retard là-dessus. Ben, il faut se l'autoriser entre collègues du COMEX de dire ça vis-à-vis de l'autre. Et la première règle à ça, c'est qu'inversement, vous acceptiez que l'autre, le coup d'après, vous dise. Et donc, après, on n'est pas dans un tribunal, hein, dans un lieu de délation. Mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on a une maturité très, très forte. Donc, voilà un peu ce que nous, on essaye de faire là. Et avec au milieu, au centre, vraiment, ça me paraît fondamental, la raison d'être, purpose, on appelle ça comme on veut, mais cette espèce de boussole qui vraiment est le juge de paix de toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'est-ce qui est au cœur de toutes nos décisions, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin. Et comme ça crée les critères à tous nos choix collectifs. Merci Franck sur ces quatre piliers, d'être aussi clair là-dessus. Je reviens sur, justement, vous parliez du COMEX en fait. Ça veut dire avoir une culture du feedback, être capable d'entendre les choses et se dire les choses en fait. C'est plutôt ça et de se faire des retours par rapport à ça. Mais au démarrage, et parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ça, en disant pourquoi ce choix d'avoir renouvelé 2 tiers du COMEX en fait? Pourquoi c'était important de le faire? Moi, j'appelle ça balayer par le haut, en fait. Ouais. Mais est-ce que, voilà, est-ce que quand on réinvente les choses, à un moment donné, il faut prendre des décisions peut-être courageuses et ça en fait partie en se disant, voilà, pourquoi cette nécessité-là? Alors, on ne se poserait pas la question en équipe de foot parce qu'en général, on se le dirait. Ouais. Ouais. J'ai une équipe qui ne fonctionne pas. Ouais. Mais pourquoi l'avoir fait? Est-ce que toute réinvention nécessite de ça? Et pourquoi vous êtes dit, réinventer, si on veut se réinventer, il faut aussi que on ait un COMEX qui soit aligné. Qu'est-ce qui a amené Ouais. cette décision-là? Et du coup, je jetais un œil au chat en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre Oui, la c'était ça. responsabilité, l'authenticité et le fait de changer 2 tiers du COMEX? Et effectivement, 2 tiers du COMEX, c'est le résultat 2 ans après. La façon, quand je suis arrivé, c'est simple, sans personne, si avec une personne qui m'accompagnait, je venais d'accord, et je suis venu avec une seule personne, et je suis venu avec une position initiale qui est toujours la même, qui est de dire, on va construire une vision, on va porter une ambition très très forte. Donc en fait, si on prend une métaphore de bagnole, on va cranter, hein, on va accélérer, et on va dire qu'on va accélérer. Simplement, à un moment donné, il y a le fait de vivre l'accélération. Et moi, je pars du principe que j'ai une exigence assez forte, pour le coup. Et pour le coup, on se marre pas mal dans ce groupe, dans le COMEX, parce que je pense qu'on doit se marrer en même temps qu'on est exigeant. Mais il y a une exigence. Et donc, vous crantez. Ma règle, elle est a priori de dire, moi, je fais confiance aux gens. Simplement, il faut que le résultat soit là. Parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que c'est eux qui vont être le maillon limitatif, le chaînon limitatif dans une chaîne globale. Et si la finance est défaillante, si l'IT est défaillante, si les RH est défaillante, si tel business line, à un moment donné, c'est l'ensemble qui est pénalisé. Et donc, il y a une règle très claire qui est de dire, on va accélérer le rythme. Moi, je pars du principe que tout le monde va suivre le rythme, va vouloir et pouvoir suivre le rythme.
Maintenant, il y a des gens qui soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas suivre le rythme. On a beaucoup d'accompagnement. On y reviendra peut-être, mais un accompagnement collectif du COMEX. On a 2 à 3 sessions collectives par an pour justement travailler notre collectif, la somme des individus. Mais à la fin, quand je disais décider, c'est être lucide sur le fait que quand une personne ne tient pas la route, tout le monde en est conscient. Et si vous ne prenez pas la décision, vous, patron du groupe, de changer cette personne-là, les gens disent, mais c'est quand même bizarre. Il porte un niveau d'ambition élevé, il voit bien que telle personne ne suit pas, nous ralentit, nous, là-dedans, et il ne la change pas. Et donc, le résultat, c'est que 2 tiers du COMEX ont changé, mais si je descends sur le niveau des top managers, et on a une centaine de top managers, il y en a probablement 80% qui sont restés. Et parce que vous disiez, Muriel, balayé par l'eau, je pense qu'on avait dans le groupe un sujet. Bon, après, il faudrait revenir, c'est ni le lieu, ni le moment, mais plein de raisons à ça, mais c'est que les collaborateurs avaient une vision très, très claire, très engagée sur le terrain. Leur manager, middle management, très, très clair, très engagé. Plus on montait, moins la lucidité, l'exemplarité et le fait d'être au bon niveau dans son poste était là, pour tout un tas de raisons. Et donc, finalement, quand on a accéléré, pas mal de gens n'ont pas suivi. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai changé une personne, puis une seconde, puis une troisième. Alors, on est 10 dans le COMEX, hein, donc on n'est pas non plus. Donc, il y en a 6 effectivement qui ont changé. Mais c'est pas du tout une volonté a priori. Certains ont ça. C'est pas mon truc de dire quand vous arrivez quelque part, vous virez la moitié des gens, vous venez avec vos troupes, et puis derrière vous voyez. Parce que je pense que ça, c'est pas respectueux de l'histoire du groupe et des gens qui sont là. D'accord, Franck, c'est super clair. Alors maintenant, on a parlé du top management, hein, du niveau d'exigence que vous avez, et puis effectivement, de manière naturelle, cette accélération, cette obligation d'excellence fait que les gens quittent la route ou pas, en fait, voilà, suivent le chemin ou pas, ou s'engager. Il y avait un terreau favorable, c'est ce que j'entends en fait, hein. C'est-à-dire que le terreau était favorable en fait pour pouvoir accélérer. Vous parliez du management, en fait, les collaborateurs avaient une vision claire, ils savaient qu'ils voulaient faire. Comment vous les avez donc ça veut dire qu'ils attendaient vraiment ça, ils attendaient cette vision, ils attendaient que ça se mette en œuvre. Comment est-ce que vous avez engagé tout le collectif? 12 000 collaborateurs, c'est pas rien, hein. C'est 1 + 1 + 1 et c'est une grosse machine. Vous parliez tout à l'heure du Titanic, mais c'est vraiment un paquebot, quoi. Donc comment on arrive à justement engager tout le monde quand on mène ce type de transformation-là, en fait, comme ça, pour que tout le monde se sente contributeur à son niveau, en fait? Alors ça a été clé, d'autant plus clé que quand moi je suis arrivé dans le groupe, on était tous en télétravail, tous nos sites étaient fermés, mais donc les bureaux aussi, on ne pouvait pas se voir. Donc c'est compliqué quand vous arrivez dans un endroit dont vous ne connaissez pas vos collaborateurs et que vous ne pouvez pas les voir. Donc ça a été d'autant plus important. Donc on l'a fait par les moyens du bord, hein, donc les visios du Teams à l'époque. Mais moi j'avais cette intuition-là qui était dans un coin que j'ai pas portée au départ, je l'ai gardée pour moi. Et donc ce qui a été fait, c'est il y avait une vraie nécessité de libérer la parole, les énergies, la vision. C'était ça la raison quand je disais il y a des choses qui n'allaient pas dans le groupe, c'est que c'est pas normal que d'avoir une espèce de creuset de savoir, de volonté, et qui soit aussi peu exploité. Donc, il a fallu libérer tout ça. Donc, on l'a fait via tous les moyens usuels, hein. Vous faites des digitaux, que vous réunissez ça, soit via la voie hiérarchique, soit et vous court-circuitez aussi. Donc, on a fait les deux, en disant tous les middle managers vont voir leurs équipes, et puis ensuite, on va remonter en bottom-up. Et puis, inversement, moi, j'ai fait beaucoup de groupes. J'ai dû faire une vingtaine, trentaine de groupes d'une dizaine de personnes où j'étais, qui mixaient les différents horizons, pays, responsabilités, marques, pour les écouter et puis me nourrir de tout ce qu'ils disaient. Et puis à la fin, mais assez rapidement, au bout de 3-4 mois, on a vraiment écrit tout ça, écrit cette vision qui était issue de moi, ce que j'avais en tête et de ce que eux portaient. Tout ça a été très cohérent. On a ensuite construit une vision étayée de ça, qui s'appelle un BP, une trajectoire financière. Mais en tout moment, ce qui a été clé, d'autant plus quand nous, la question c'était est-ce qu'on va arriver à se sauver, hein. Et en 2021, on a regardé avec ma directrice de la communication, en 2021, il y a 97% des articles publiés sur le groupe, online, offline, ce que vous voulez, tous médias confondus,
97% d'articles négatifs qui disent le groupe est mort, l'offre de la dernière chance, etc., etc. Donc, quand vous êtes collaborateur, vous voyez ça tous les jours. C'est dans la revue de presse. On ne cachait rien dans la revue de presse. On avait une revue de presse sur laquelle il n'y avait pas de censure. Mais c'est d'autant plus fondamental quand vous êtes dans ce climat-là de dire mais quelle est la réalité, et vous avez besoin d'une vraie transparence et d'une communication directe à tous les niveaux et cohérente. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est là-haut de porter cette vision-là, de la donner, de la redescendre par les échelons usuels, la voie managériale hiérarchique, pour que ça redescende. Mais quand vous êtes 12 000, et 12 000, c'est pas le groupe le plus gros du monde, hein, mais quand même 12 000, le temps que ça redescende, c'est forcément toujours un petit peu déformé inconsciemment, mais donc ça prend un peu de temps. Mais c'est indispensable, c'est la bonne voie. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment eu la double approche de prendre cette voie-là et de faire vraiment aussi en direct la communication vers tout le monde, les échanges en direct, les remontées d'informations, toute question que les gens se posaient, il fallait qu'ils la posent et on leur répondait. Et donc, c'est cette double voie qu'on a choisie, mais on a choisi en permanence d'être transparent, y compris pour dire on ne sait pas. À la question, les gens se disaient mais alors est-ce qu'on va changer d'actionnaire? Qui va être le nouvel actionnaire? Qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, on leur disait on ne sait pas. Par contre, on peut vous dire que dans 3 mois, il y aura telle étape, donc on va revenir vers vous dans 3 mois parce que il y a X actionnaires qui sont en lice, et donc on va vous dire qui est celui qui est celui qui prend les rênes du groupe. Poser des questions comme mais donc cette vision stratégique, est-ce qu'elle va être portée par le nouvel actionnariat, la nouvelle gouvernance? Donc vous donnez une conviction, puis après vous revenez vers eux. Mais donc c'est aussi une forme d'humilité. Je pense que parfois dire à tout le monde que vous ne savez pas, ça évite un mensonge et ça évite une contradiction après qui fait que vous êtes plus très crédible quand vous donnez de façon très assertive des choses que vous ne maîtrisez pas, et tout ce qui est environnement externe, vous ne le maîtrisez pas. Donc, c'est bien de le dire aussi. Depuis tout à l'heure, je retiens 3 mots: l'authenticité, la transparence et l'humilité. Ça fait partie des valeurs que vous avez instaurées aujourd'hui, ou est-ce que justement il y a un modèle de leadership qui s'appuie sur des valeurs? Est-ce qu'elles sont évoluées, ces valeurs-là, par rapport à ce qu'elles étaient avant, ou pas? Oui, le modèle des valeurs, enfin nos valeurs et le modèle managérial qui va avec, c'est vraiment les deux, c'est les valeurs du groupe et le modèle La culture managérial. managériale. Ça s'inspire d'abord de notre raison d'être, hein, qui veut dire, nous on s'engage à proposer à chacun des expériences qui sont à impact positif, et impact positif dans tous les sens du terme, hein, vis-à-vis de votre famille, de l'environnement, et le tout dans des environnements protégés, et on veut nous protéger l'environnement. Donc on a une raison d'être. Ensuite, on a des valeurs qui sont justement autour de cette authenticité, de ce respect de l'autre, de l'esprit managérial, de l'esprit entrepreneurial aussi. Ça fait partie de nos valeurs. Et donc, on en a déduit des comportements types qui sont les comportements qu'on souhaite voir chez les managers du groupe. Et ça veut dire que comme ils sont connus, on va renforcer ça d'ailleurs. On s'est dit qu'il fallait qu'ils soient connus de toutes les équipes pour que les équipes disent ah mais mon manager, je sais qu'il doit se comporter comme ci, comme ça. Et donc, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, pareil, moi, j'aime pas la délation, mais en tout cas, ils peuvent avoir une voix plus forte et ouverte pour dire comment est-ce qu'on fait pour être plus dans les modèles comportementaux du groupe. Et là-dessus, ça tient en quelques mots aussi. Donc, la motivation des équipes, je pense que c'est clé dans le comportement managérial. Vous êtes là pour motiver des équipes. L'ouverture d'esprit, le côté solution minded, parce que des gens qui vous amènent des problèmes, des choses complexes, ben oui, il y en a plein tous les jours, mais le rôle d'un boss, c'est de rendre une situation complexe plus simple et d'arriver avec des propositions. Donc le but, c'est vraiment d'être solution minded. Et puis, cette simplicité, parce que moi, je suis assez convaincu que quand vous exprimez simplement une vision, des résultats, un environnement, bah, c'est quand même, je trouve, le propre des gens que vous avez envie de suivre. Quand tout de suite les gens partent dans des trucs assez jargonneux, très techniques, très spécifiques, vous perdez vos équipes. Et donc la simplicité d'expression, je pense qu'elle est fondamentale aussi dans les comportements du manager.
Et savoir aussi prioriser, ça fait partie de tout ça. Donc ça, on l'a fait. On a encore des progrès à faire là-dessus, hein, clairement. Pourquoi? Parce que, je le disais moi à mes équipes il y a 15 jours, dans la solution dans laquelle on était, hein, il a d'abord fallu se sauver, trouver de nouveaux actionnaires, se désendetter, construire un nouveau business model. Et donc, on n'a pas eu tout le temps nécessaire de s'occuper de nos ressources ou de nos richesses humaines. Et donc là, le temps est venu de prendre plus de temps pour eux, de considération, des programmes de développement. Je voyais une question qui était dans le chat, qui était accompagnement collectif et individuel, oui, au niveau du COMEX. Collectif, oui. Individuel, on l'a fait aussi, mais on veut vraiment redescendre cet accompagnement individuel au niveau de tous nos managers pour les rassurer, leur donner toutes les armes dans un environnement quand même très compliqué, de plus en plus compliqué, hein, pour un manager, les armes de réassurance, de dire, bah ouais, être humble, dire je ne sais pas. Comment vous dites je ne sais pas, je sais pas faire cette situation, et vous le mettez sur la table par rapport à vos N-1, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc ça, on a encore là-dessus du travail, des progrès à faire. Oui, donc vous êtes en chemin sur cette transformation managériale, en fait, hein. De toute façon, c'est un long chemin. Vous l'avez initié, il y a des marqueurs forts. Il y a un référentiel managérial. Maintenant, il faut que ce référentiel managérial, il s'ancre, enfin, il soit incarné complètement et diffusé au sein de chacun. C'est ça. Il faut qu'ils prennent vie. Autant, voilà, notre vision business stratégique, elle a complètement pris vie auprès des clients. On a gagné de la satisfaction, du repeat, pour le chiffre d'affaires. Tout ça va bien, ça ne s'arrête jamais, hein, mais on est sur la bonne route. Côté transformation managériale, il faut que ça continue effectivement à prendre vie et puis à être capable d'affronter les gros vents, parce qu'il y aura des gros vents. On avait vécu le gros vent du Covid, le gros vent de l'inflation. Il y aura d'autres gros vents, et donc c'est à l'épreuve de ça qu'on le testera. Dans cette complexité. Est-ce que vous parlez d'esprit entrepreneurial, parce que je l'entends beaucoup dans les entreprises, on dit on veut que les gens aient un esprit entrepreneurial. Vous y mettez quoi derrière, en fait, vous, Franck, en termes de comportement, par exemple, associé? Moi, j'y mets un comportement très clair qui est de dire, dans mon domaine de responsabilité, donc si je suis, je sais pas, on va prendre, je suis directeur d'un Center Parcs. Je suis directeur du Center Parcs de Trois-Forêts en Moselle. Comme ça, je fais 30 secondes de pub. C'est quoi l'esprit entrepreneurial quand je suis directeur d'un Center Parcs de Trois-Forêts? Le cadre, d'abord, est-ce que je connais le cadre dans lequel j'agis? Je suis dans une marque qui est Center Parcs, il y a des standards de marque, il y a une vision, il y a une promesse client, donc je ne fais pas n'importe quoi. 2, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs de satisfaction de mes collaborateurs et de mes clients, et puis je sais où je dois porter mon parc dans 3-5 ans. Ça, c'est le cadre. À l'intérieur de ce cadre-là, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire toutes les initiatives pour aller créer de nouvelles activités sur votre parc, pour aller saisonnaliser l'offre client, pour aller jouer sur les incentives salariaux ou bonus avec vos équipes, pour aller animer tous les sous-traitants, et on en a pas mal, hein, au niveau de nettoyage, propreté, sécurité, food and beverage sur un parc. Comment vous animez vos partenaires? Carte blanche dès lors que vous êtes dans ce cadre-là, qui est d'aller porter plus loin votre Center Parcs. Et donc, l'esprit entrepreneurial qui a fondé le groupe il y a 60 ans, hein, le groupe, il est né en créant la station de ski qui est à Voriaz. C'est comme ça qu'il est né, le groupe Pierre et Vacances. Et donc, cet esprit entrepreneurial, il est au départ, il est au cœur de notre naissance, il est dans notre ADN. Et je l'ai dit, hein, tout à l'heure, on l'a perdu, je pense, depuis 10 ans. Et tout le monde ne demande qu'à le retrouver. Et donc, c'est ça qu'on veut faire. C'est quoi? C'est finalement délivrer, en termes d'initiative et de résultats, le meilleur, quasiment l'impossible, dans un cadre qui est un cadre quand même donné, qui est celui de votre marque, votre groupe, vos collaborateurs, mais qui est quand même pas très restrictif et qui vous permet de faire plein de choses. Et on voit que plus l'esprit entrepreneurial de nos managers est développé, bizarrement, plus les résultats sont là et meilleurs sont les résultats de leur parc. Ça suppose effectivement de donner des permissions, en fait, vous le disiez, c'est-à-dire de oser, c'est ça, hein, c'est oser dans un cadre déterminé, donc ça veut dire, et ça suppose ça, s'il n'y a pas de cadre, ça veut dire que c'est l'anarchie, mais définir ce cadre-là de manière précisément permet d'autant plus d'oser
et d'avoir cette liberté-là et de se donner des permissions, en fait. Parce que généralement, les gens, quand on parle après d'innovation ou d'entrepreneuriat. Moi, je vois aussi l'innovation, la capacité d'oser faire des choses différemment, en fait. Hein. Pour moi, ça va dans l'esprit entrepreneurial. Sinon, il n'y a pas de. Voilà, sinon, on est vraiment que dans le cadre et le command and control. Est-ce que c'est ça aussi? C'est permettre aux gens de se donner les permissions, d'agir différemment, de se réinventer, de réinventer des choses dans le cadre, bien sûr, qui est défini. Comme vous le disiez, il n'est pas stretch. Parce que s'il est Non, trop il est stretch, pas. on ne se permet pas grand-chose quand le cadre est trop Exactement. sec. Et c'est là où on n'est pas souvent cette notion-là, elle est théorique de dire OK, il y a un cadre et je peux évoluer dans le cadre. Mais concrètement, quand vous êtes manager, vous êtes là pour aider vos personnes, les personnes, vos collaborateurs. Et donc, tout le système de gouvernance, de pilotage, de management, donc il y a des business reviews, il y a des réunions de développement, etc. C'est toutes ces réunions-là qui permettent de checker que oui, on est bien dans le cadre, les initiatives que vous apprêtez à prendre sont les bonnes, elles sont bien connues, partagées, elles sont même validées en amont ou leveragées même en disant OK, mais moi je vais t'accompagner, je vais aller encore plus loin, mais le système est ensuite de feedback derrière en disant dans la prochaine business review, vous faites état de ce que ça donne et vous vous obstinez pas au bout d'un an quand le truc marche pas. Si vous vous dites non, mais ça va marcher, votre manager est là pour vous dire non, à un moment donné, arrête parce que tu vois bien que ça va pas marcher pour telle et telle raison. Mais c'est tout le système d'accompagnement managérial qui fait que c'est un cadre évolutif, c'est un cadre qui vit, mais il y a des lieux et des moments pour que vous ne soyez pas seul en mode j'ai pris l'initiative et puis en fait on s'en reparle juste lors de mon entretien annuel un an après en disant non, tel truc, t'as déconné, t'es allé trop loin. Non, ça c'est hypocrite. Donc c'est vraiment, il y a un système d'accompagnement pour ça. Et ça veut dire que vous autorisez le test and learn, en fait, Ouais, dans cette philosophie. Absolument, ouais. OK. Comme il nous reste 5 minutes, Franck. Alors 3 minutes, Muriel, je suis désolé. À 9h30, il faut vraiment que je bascule dans un board. Donc je vais être en retard. Alors, on est d'accord, 3 minutes. Ouais. 3 minutes, 3 clés. Ouais. Ça, je fais appel à votre esprit de synthèse. C'est quoi les 3 clés de réussite qu'il pourrait y avoir si un dirigeant, voilà, pour réinventer, pour faire ce que vous avez fait, en fait, ça serait quoi pour vous les 3 clés de réussite, en fait? Je mettrais humilité, ambition, et puis le troisième, je mettrais. Alors c'est pas en un mot, mais c'est le côté legacy. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Et je pense que ça, donc en gros, c'est faire bien et faire le bien à la fin. Ambition, humilité et legacy. C'est de se dire, franchement, la vie est trop courte, perso, pro, pour se disperser. Et je pense que ce pourquoi on est là, c'est pour qu'à la fin, 5 ans après, on se dise, franchement, ce qu'on a fait était extraordinaire. On s'est éclaté. On a fait un truc top ensemble. Ça n'a pas toujours été simple. Mais donc, c'est voilà, regarder l'étape plus loin, être respectueux des gens aussi. Et donc, c'est ça que je mettrais comme 3 clés de réussite. Il y a un côté héritage. Qu'est-ce que je laisse derrière? En fait, c'est pas je crame tout. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans l'aspect développement durable, enfin dans l'aspect environnement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations, en fait. Ouais, Donc exactement. c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi et je fais pas juste de consommer pour consommer. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je laisse comme aventure Qu'est-ce que je collective? laisse comme aventure collective, en fait. Donc c'est ce qui donne du sens. C'est presque une mission de vie, en fait. Hein. C'est vraiment, enfin, ce que je perçois, c'est vraiment humilité, legacy et ambition. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je projette pour amener le groupe. Et puis je le fais en toute humilité parce que je suis pas sûre finalement d'y arriver, mais j'y arrive collectivement. En fait, c'est vraiment ça. Donc ouais, c'est très très intéressant et c'est vraiment cette notion de, elle est très porteuse de sens, je pense, cette notion de qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, en fait. Qu'est-ce qu'on dira dans 5 ans et qu'est-ce qu'on aura vécu comme expérience, en fait. C'est d'avoir cette capacité de se projeter, mais aussi de se dire, de ne pas penser que finalement les autres adviennent que pourra, quoi. Ouais, c'est ça. On est là dans la transmission de quelque chose qu'on Vous aura êtes dans une transmission, voilà. une brique dans une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus large que la nôtre. C'est ce qui vous anime aussi, Franck, Ouais, perso? ouais, ouais. Bon, super. Eh ben, je vais vous libérer pour que vous puissiez jumper, aller vite et répondre à vos engagements d'être dans un comité. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Franck, pour tous
toute cette inspiration que vous nous avez donnée aujourd'hui, toute cette énergie qu'on sent, tout cet engagement qu'on sent, et on sent le côté authentique aussi, et c'est pour ça que je voulais vous avoir aussi. Vraiment, c'est félicitations, et puis longue vie Merci. au groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Bonne journée à tous. bonne journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt, donc au mois de juillet, dernier juillet, le 20 juillet précisément, pour notre prochaine matinale. À très bientôt, très belle journée à tous. Merci Franck. Au Merci, au revoir, revoir. Muriel.